quand ça filme. Bon, ben déjà, bonjour à tous. Ça fait un peu longtemps qu'on s'est pas parlé comme ça, vous et moi. Parce qu'entre temps, je suis en train de faire une série audio, du coup. Les 2 premiers épisodes sont déjà disponibles sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, bah, je vous invite à aller checker ça, voilà, c'est sur quoi je bosse en ce moment. Je me suis dit que ça serait pas mal de reprendre un peu comme avant mes petites vidéos livres dont vous êtes le héros. J'espère que ça vous plaît, moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir, ou pas à les faire, ça dépend desquels. On se retrouve donc sur le 2e épisode du voleur de Karas, donc ça vous dit peut-être pas quelque chose. Donjons et Dragons, le livre dont vous êtes le héros. J'avais fait déjà le premier épisode avec mon cousin, je sais pas trop si vous avez vu, pareil, hein, si vous avez pas vu, je vous invite à y aller, on rigole un peu tous les deux, et on a commencé. On n'a pas beaucoup avancé, on a lu les règles, on a créé notre personnage, il y avait pas mal de textes à l'introduction, au début, l'histoire. Et justement, si vous vous souvenez pas trop de l'histoire, je vous la débrief un peu. Donc on est un voleur, donc ça se passe déjà dans l'univers de Donjons et Dragons. C'est un univers avec des orques, c'est très spécial, c'est un univers d'heroic fantasy, j'adore cet univers. Donc on est un voleur, on s'appelle Cédric Boisrenard, et on est là pour voler une pierre sacrée, si je me souviens bien, qui aurait perverti le roi de ce royaume, et depuis, du coup, bah, on l'a vu dans le premier épisode, il y avait des orques qui venaient kidnapper des villageois, et du coup, moi, mon but, c'est de récupérer la pierre. Le premier épisode a été fait avec mon cousin, j'aimerais bien faire d'autres vidéos comme ça, pourquoi pas avec des potes ou quoi. En tout cas, le 2e épisode, je vais le faire tout seul, là on est un peu chill, un peu détente, ça va pas être très très rythmé, on va dire. Bah écoutez, je pense qu'on est parti avant que ça commence. Je le dis pas très souvent, mais là je pense que je peux faire un petit rappel. On est 94, je crois. Vous êtes 94 à avoir cliqué sur ce petit bouton rouge. Donc, je vous invite à le faire si c'est pas déjà fait. Comme ça, on vogue vers les 100 abonnés. Voilà, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et tout. On est parti. Alors, le voleur de Karas, on en était au paragraphe 48, si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est ça, et on avait lu tout l'intro et le début de l'aventure. On avait choisi en équipement de prendre, je relis, je découvre avec vous, une corde et un grappin, une potion d'invisibilité et une pierre de résistance magique. Donc pierre de résistance, j'imagine que ça nous aide à garder des points de vie pendant les combats. Potion d'invisibilité, bon bah ils nous le préciseront. Et corde et grappin, bah, ça va nous être utile dès le début, je pense. Vous estimez que l'escalade de la partie isolée de la muraille est le moyen le plus sûr et le plus rapide de pénétrer dans le château. Oui, parce qu'on avait le choix entre passer dans les égouts et passer par la muraille. Et nous, vu qu'on avait pris le grappin, on a décidé de passer par la muraille. Qui sait ce qui peut vous guetter dans les souterrains humides, passer la bouche de l'égout? Fort du principe que l'on ne gagne rien à retarder les choses, vous vous préparez à passer à l'action à l'heure la plus sombre de la nuit, juste avant que se lève la lune. Vous connaissez bien les rues de Karas, donc c'est la ville où on se trouve, et vous ne doutez pas de l'endroit mentionné par le vieil homme. Quant à ce qui vous attend de l'autre côté de la muraille, vous le saurez bien assez tôt. Les quelques heures qu'il vous reste à attendre vous paraissent interminables. Enfin, il fait suffisamment noir pour commencer votre mission. Équipé avec ce que vous avez choisi d'emporter, mais parfaitement apte à vous déplacer agilement et sans bruit, vous traversez la cité comme une ombre. Les places et les tavernes habituellement très fréquentées devant lesquelles vous passez sont étrangement désertes. Un froid anormal pour la saison semble avoir incité les gens à regagner la chaleur de leur foyer. C'est ça et tout ça. Reportez-vous au paragraphe 184. 184, j'y vais. Alors. La partie de la muraille que vous cherchiez se dresse enfin devant vous. Avec ses 14 à 15 mètres d'apic, pas étonnant que les gardes la tiennent pour infranchissable. Ouais, parce qu'on a choisi ça parce que c'était un peu un endroit qui n'était pas gardé, et du coup c'était une option viable pour pas avoir à se battre contre tous les gardes de la forteresse de Karas. Quelle créature terrestre serait capable d'escalader une paroi aussi abrupte? Ben moi, du coup, enfin j'espère. C'est précisément ce sentiment erroné de sécurité que vous entendez exploiter pour forcer l'entrée de l'immense château. Rapidement, vous vous préparez. Si vous avez emmené une corde et un grappin, l'escalade ne devrait pas présenter de difficultés majeures. Dans le cas contraire, le défi prend une dimension considérable. Si vous avez la corde et le grappin, reportez-vous au paragraphe 104, sinon reportez-vous au paragraphe 30. On a du coup la corde et le grappin, on a le paragraphe 104. Et du coup, on va se diriger vers le 104. L'escalade ne devrait pas présenter de difficultés sérieuses, j'espère bien.
Vous vous félicitez d'avoir emporté votre grappin, qui vous a plus d'une fois rendu de fiers services dans votre carrière de voleur. Oui, parce qu'on a un voleur à la retraite, mais plutôt un bon voleur, bah c'est le Robin des Bois quoi. Vous vous défaites rapidement de la corde que vous portiez en baudrier et vous étudiez la muraille. La rangée de créneaux qui la coiffe devrait offrir une prise solide au grappin. Bien sûr, votre chance pourrait tourner si une patrouille de garde tombait sur l'objet pendant que vous vous hissez, mais vous ne pouvez qu'espérer que le vieil homme est ivré et que cette partie-là des remparts ne soit pas surveillée. Si vous vous souvenez pas, ou si vous n'avez pas trop suivi, le vieil homme c'est le mec qui nous a lancé dans la quête pour qu'on aille récupérer la ville. Vous enroulez soigneusement la corde à vos pieds de façon qu'elle se déroule librement au moment de du lancer. Vous vous faites tournoyer le grappin en cercle de plus en plus grand afin de lui donner la force d'impulsion nécessaire. Puis vous le laissez filer vers le ciel étoilé. Quelques secondes plus tard, vous percevez un cliquetis au-dessus de vous. Le grappin ne retombe pas. Vous tirez sur la corde qui se tend solidement. Vous avez trouvé une bonne prise du premier coup. C'était la tête du garde. Vous jetez un rapide coup d'œil dans la rue sombre. Personne. Vous empoignez la corde et commencez à vous hisser à la force des bras. Vos pieds prennent appui contre la paroi. Vous grimpez vite et quelques minutes plus tard, vous vous hissez entre deux créneaux. Aucun bruit ne vient troubler la nuit tranquille. Dissimulé dans l'ombre du parapet, vous vous hâtez de remonter la corde tout en surveillant les alentours. Le sommet du rempart s'étend de chaque côté de vous en un chemin de ronde long d'une centaine de mètres sur environ 4 de large. Un autre rempart rejoint celui-ci, une trentaine de mètres plus loin, offrant une voie vers l'intérieur du château. Tout au loin, la lueur bleue qui filtre des étroites fenêtres de la tour de la gemme vous rappelle le but de votre mission. Oui, la pierre, la gemme. Comme Gaspard, c'est le violent, vous l'avez assuré, cette zone est apparemment sans surveillance. Vous accroupissant pour profiter au mieux de l'ombre du parapet, vous vous déplacez rapidement sur le chemin de ronde en direction de l'intersection que vous avez repérée. Seul le bruissement feutré de vos pas sur la pierre vient troubler le silence de la nuit. Soudain, vous vous arrêtez net. Devant vous, à moins de 4 mètres, se tient une silhouette immobile, perchée comme un vautour à l'endroit précis de votre destination, l'intersection des deux remparts. Vous pensez d'abord qu'il s'agit d'un garde, puis vous vous détendez en voyant que ce n'est qu'une statue, en vérité fort laide et terrifiante. Un rictus hideux déforme sa face de pierre, des crocs monstrueux saillent de sa gueule béante. Des longues et puissantes griffes arment ses pattes, et des ailes semblables à celles des chauves-souris voûtent son dos. Réprimant un frisson, vous vous demandez qui a bien pu sculpter pareille horreur, puis vous reprenez prudemment votre progression en direction du chemin de ronde. Lancez un dé et ajoutez le résultat à vos points de déplacement. Si le total est de 4 ou moins, reportez-vous au paragraphe 55. S'il est de 5 ou plus, reportez-vous au paragraphe 130. Alors avant de faire le lancer de dés, c'est bien pour moi d'avoir en tête quel résultat il faut que je fasse. Sauf que, alors que ça change rien. Sauf que dans le livre dont vous êtes le héros, c'est toujours plus qu'il faut faire. Donc là, ce serait plus de 5. Sauf que vu que c'est un livre dont vous êtes le héros Donjons et Dragons, dans les jeux de rôle Donjons et Dragons, il faut faire moins avec un dé de 20 ou quoi. Du coup, là, je sais pas du tout ce que je dois faire. En tout cas, j'ai 3 points de déplacement. Et je vais lancer un dé, je crois que tu l'as mis, oui, c'est logique. Allez, je vais lancer un dé, je vous filme ça. « 4. Donc ça fait que, plus mes 3 points de déplacement, ça fait 7. Et je fais 5 ou plus. Je sais pas trop si c'est bon, mais je me dirige vers le paragraphe 150. Pendant un moment, vous êtes certain que vous allez vous écraser au pied de la muraille. Le mortier s'effrite sous vos doigts et vous commencez à glisser. Soudain, votre pied qui cherchait désespérément une prise contre le mur trouve une petite fissure qui vous promet de ne pas dévisser. Ah oui, donc, ouais. J'étais juste accrochée, j'ai failli glisser et tomber quoi. Tendant le bras le plus haut possible au-dessus de vous, vous cherchez avec une extrême prudence une autre prise et trouvez une anfractuosité étonnamment large. Enfonçant votre poing à l'intérieur, vous pouvez vous hisser avec assurance. Curieux, vous examinez le trou. Il semble s'enfoncer profondément dans la muraille. Vous ne pouvez même pas en atteindre le fond de vos doigts tendus. Vous remarquez qu'il est régulièrement façonné et qu'il ne ressemble en rien aux anfractuosités creusées dans la pierre par les intempéries. Vous en concluez qu'il ne peut être que l'ouvrage de l'homme. Pourquoi creuser un trou dans une muraille comme ça ? Cette découverte vous conduit à vous interroger sur son utilité. Vous remarquez que le large bloc de pierre voisin du trou présente des signes d'usure tout autour de son périmètre, comme s'il frottait contre les pierres entre lesquelles il était encastré. Tâtonnant l'intérieur de la petite niche, vous avez toffé de trouver une pierre en saillie. Je sais pas du tout ce que c'est en saillie. Curieusement taillée en forme de cabochon. Je sais pas non plus ce qu'est un cabochon, c'est fou. Ça date de combien ? Ça date de 1930 ou quoi ? Ça doit être ça, hein. Alors, tournant le cabochon, vous voyez le bloc de pierre pivoter sur lui-même et révéler un passage dans la muraille.
L'ouverture est très étroite, mais suffisamment pour que vous y glissiez. Apparemment, vous êtes tombé sur une sorte de poste d'observation secret. À la faible lueur de la lune qui baigne l'entrée du passage, vous découvrez qu'il mène à l'intérieur du château. Refermant le bloc de pierre derrière vous, vous vous enfoncez à l'aveuglette dans l'obscurité, soulagé d'avoir trouvé un accès moins périlleux que la muraille pour pénétrer dans le château. Rendez-vous au paragraphe 43. Ok, là, j'ai carrément pas le choix de continuer ma route sur le château si je veux. Je vais de toute façon devoir passer par le passage secret. 43. Vous vous enfoncez prudemment dans l'obscurité. Au bout de quelques mètres, votre pied rencontre le vide, mais vous réalisez aussitôt que vous êtes en haut d'un escalier. Vous descendez précautionneusement une cinquantaine de marches. Vous devez être dans les sous-sols du château. Un couloir part du bas de l'escalier. Vous y pénétrez en avançant dans l'obscurité, les mains tendues en avant, comme vous en avez maintenant l'habitude. Si tu le dis, rendez-vous au paragraphe 108. J'ai pas beaucoup de choix à faire, hein. Vraiment pour l'instant c'est le principe des livres dont vous êtes le héros, c'est de choisir ce qu'on veut entre plusieurs paragraphes. Là pour l'instant c'est peut-être le début, mais je suis pas mal la route de ce qu'il me demande. 108. Vous avez l'impression d'avoir passé des heures à déambuler à l'aveuglette dans les souterrains du château de Caras. Vous venez de traverser un long couloir rectiligne sans avoir rencontré un seul passage latéral, et vous constatez maintenant que l'air se refroidit anormalement. Vous remarquez, quelque peu étonné, que l'humidité qui suintait des murs s'est transformée en givre. Quelle que soit la source de ce froid, cela ne vous dit rien de bon. Finalement, vous distinguez une vive lumière jaune qui brille au loin devant vous en se reflétant sur les parois tapissées de glace. Vous hâtez le pas en direction de cette source lumineuse. Il s'agit d'une torche, fichée dans son support mural. Étrangement, la flamme ne fait pas de fumée, et le bois brûle sans perdre de son poli, ni de se carboniser. Le couloir s'arrête là. Une porte massive ferme le passage, juste au-delà de la torche. Vous rapprochant avec prudence, vous constatez que la porte ne semble pas fermée à clé. Vous la poussez et vous découvrez un long escalier tournant. Il semble que vous soyez à l'intérieur d'une tour, et il vous vient naturellement l'espoir qu'il s'agit de la tour de la gemme, parce qu'il y a une tour dans laquelle est entreposée la gemme, et c'est cette tour que je vise, quoi. Vous n'avez qu'une seule façon de vous en assurer, c'est de monter l'escalier qui s'élève dans l'obscurité. Allez-vous prendre la torche pour vous éclairer? Ou en raison de sa nature étrange, la laisserez-vous là où elle est? Si vous préférez ne pas prendre la torche avec vous, reportez-vous au paragraphe 199. Si vous décidez de la prendre, rendez-vous au paragraphe 167. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, c'est un peu banal. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une torche, lumière jaune, elle fait pas de fumée, le bois se carbonise pas, c'est une torche magique quoi. En quoi le fait que je prenne cette torche peut, j'essaie de vous expliquer mon raisonnement, en quoi le fait que je prenne cette torche peut me pénaliser ou m'avantager? Ça peut m'avantager parce que du coup ça peut faire de la lumière, mais ça peut me pénaliser pourquoi? Ça pourrait être une sorte de radar, genre en mode dès que quelqu'un la prend, on est au courant. Un piège, je sais pas. Je pense que... Est-ce que j'ai vraiment besoin de la prendre? Parce que là on me dit j'ai l'habitude de marcher dans le noir, donc pourquoi pas y aller dans le noir tout simplement. Après si je vois pas ce qu'il y a devant moi, je peux tomber sur des monstres. Je vais pas prendre la torche. Je vais continuer sans prendre la torche. Je sais pas honnêtement si je fais un bon choix ou pas. Ça tient un peu du hasard. 199. Préférant vous passer de la torche dont la nature vous inquiète, vous commencez à monter l'escalier tournant, non sans laisser la porte ouverte afin de bénéficier le plus possible de sa lumière. L'escalier s'élève à l'intérieur d'une haute structure cylindrique qui est peut-être, du moins vous l'espérez-vous, la tour de la gemme. D'expérience, hein, pour avoir, on va dire, 7 épisodes du tombeau de Maléfice dans les pattes, non. C'est juste que les livres dont vous êtes le héros, ça peut pas se terminer comme ça si facilement. Je pourrais pas être dans la tour du boss. C'est comme si tu commençais un jeu vidéo, t'étais dans le premier monstre, c'était le boss final quoi. C'est pas possible. Donc je sais pas où je suis, mais ce qui est sûr c'est que je suis pas dans la tour de la gemme. Les marches, larges d'environ 1 mètre chacune, tournent autour d'un vide de 4 à 5 mètres de diamètre. Aucune rampe de sécurité ne vous protège d'une chute, mais vous n'avez pas le vertige, et la présence de cette sombre colonne de vide ne gêne pas votre ascension. Il fait de plus en plus froid à mesure que vous montez. Au bout de quelques minutes, vous parvenez à mi-hauteur de la tour en grelottant, votre cape serrée autour de vous. Soudain, vous entendez un craquement au-dessus de vous. Scrutant la pénombre, vous voyez qu'un énorme magma de neige et de glace obstrue tout le sommet de la tour. Alors que vous observez l'étrange bouchon, il vous semble que ce dernier est en train de prendre du volume et qu'il menace de faire craquer la tour. Carrément quoi. C'est une avalanche le truc. Mais ils viennent pas de dire que c'était bizarre un temps aussi froid pour la saison?
Pourquoi il y a de la neige, de la glace, c'est quoi ça? Soudain, vous entendez un craquement au-dessus de vous. Scrutant la pénombre, vous voyez qu'un énorme... je suis en train de relire le même paragraphe. Soudain, le bouchon décroche. Le bouchon de neige et de glace. Un grondement emplit la tour, tandis que de gros morceaux de glace et de neige compacte s'écrasent dans la cage d'escalier. C'est moi qui suis dans la cage d'escalier, non? Bien que la plupart des blocs de glace chutent dans le trou central, d'autres dévalent diaboliquement les marches. Acculés contre le mur, le vide devant vous, vous subissez d'abord l'assaut des premiers débris, gros comme le poing, puis celui des morceaux plus importants qui menacent de vous emporter. Pourrez-vous faire face à cette avalanche peu commune? Lancez un dé et ajoutez le chiffre obtenu à vos points d'agilité. Si le total est de 4 ou moins, reportez-vous au paragraphe 61. S'il est de 5 ou plus, reportez-vous au paragraphe 124. En agilité, j'ai 2. Ah bah écoutez, je vais lancer un dé. Agilité 2, il faut que je fasse 5 ou plus ou 4 ou moins, ça je sais toujours pas. Et j'ai fait 4. On le voyait pas bien. Donc ce qui fait que 4 plus mes 2 points d'agilité, ça fait 6. Et ça fait, je repositionne la caméra, ça fait que j'ai fait 5 ou plus. Et que je vais pouvoir aller au paragraphe 124. De nombreux des morceaux de glace aux arêtes tranchantes s'abattent sur vous, menaçant de vous arracher à votre précaire perchoir. Vous parvenez néanmoins à garder votre équilibre et à résister à cette effrayante grêle de coups. Les quelques secondes pendant lesquelles passe l'avalanche vous paraissent durer des heures. Jamais, même dans les pires combats, vous n'avez subi pareil assaut. Ah oui, carrément, le mec a fait une vie de voleur et de combat. En une avalanche, la neige lui tombe dessus, c'est plus violent que tout ce qu'il a. Déduisez 10 points de dommages à vos points de vie. Si vous n'avez pas la gemme de résistance magique, lancez un dé et déduisez en outre le chiffre obtenu de votre total de points de vie. Moi j'ai la gemme de résistance. Potion de résistance magique. C'est pas la gemme de résistance, hein. Ce qui fait que... je sais pas si je perds 10 points et qu'en plus je fais un jet de dé ou juste je perds 10 points. Ou alors juste je fais un jet de dé. J'ai combien de points de vie? Ça va m'aider le fait que j'ai des points de vie. Points de vie... J'avais même pas à lire. 24. Je perds 10 points de vie, ça veut dire qu'il me reste 14. Waouh! Je passais de 24 à 14 points de vie en l'espace d'une avalanche. Épuisé et meurtri, vous vous appuyez contre le mur en vous efforçant de recouvrer vos esprits. Ouais, bah tu parles. On est au début de l'aventure. Je viens de perdre la moitié de mes points de vie juste en me prenant de la neige dans la gueule. Vous regardez en bas de l'escalier et vous remarquez que la neige et la glace ont déjà fondu tout autour de l'endroit où la torche répand sa lueur. La torche, vous lui prêtiez des propriétés magiques, c'est vrai. Et maintenant, vous commencez à entrevoir son pouvoir. Elle semble être incapable de vous protéger contre le déluge de glace. C'est-à-dire que si j'avais pris la torche au début, j'aurais pas pris ces 10 points de vie dans la tronche. Hein. Jetant un regard vers le haut de la tour, vous voyez qu'une nouvelle masse de neige est en train de se reformer et vous vous hâtez de redescendre l'escalier pour aller prendre la torche. Cette fois, vous remontez en la tenant fermement devant vous et vous parvenez sans difficulté tout en haut de l'escalier. Ouais. Ça veut dire que si j'avais pris la torche dès le début, j'aurais pas perdu de point de vie. Comme vous le pensiez, la glace aperçue un moment plus tôt a complètement disparu. Reportez-vous au paragraphe 180. Bah j'ai bien le seum. Alors... 180, c'est pas grave. L'escalier aboutit à un palier sur lequel est dressée une échelle donnant accès à une trappe dans le plafond. Sans perdre de temps, vous grimpez à l'échelle et repoussez l'abattement de la trappe. Elle s'ouvre facilement et une chaude lueur bleue se répand par l'ouverture. Vous avez découvert la gemme d'Ilisti. Non. Sérieusement là? J'ai découvert la gemme d'Ilisti. C'est le but de mon voyage, hein, je rappelle. Ça sent le traquenard. Vous empressant de prendre pied dans la pièce, vous couvrez d'un regard fasciné l'objet de votre quête. La gemme repose sur un piédestal posé sur un coussin de velours fin. La magnifique pierre, aussi grosse que le poing, irradie d'un éclat bleuté qui emplit la pièce et crée cette lueur que vous avez si souvent vue filtrer des étroites fenêtres en haut de la tour. Ils disent au début que rares sont les personnes qui peuvent se vanter d'avoir vu la gemme d'Ilisti. Frérot, j'ai pris 30 secondes, je suis entrée dans la tour, je me suis pris de la neige dans la figure, je l'ai vue ta gemme. C'est pas si mystique qu'on me l'avait dit. En tout cas, ça sent les problèmes. Hein. Lentement, ça c'est une règle des Illusions avec le héros. Rien ne va comme vous le voulez. Vraiment, c'est de base, rien ne va comme vous voulez. C'est le principe même des Illusions avec le héros. Avant même la prise de choix.
Lentement, presque respectueusement, vous tendez la main et soulevez la gemme de son écrin de velours. Il se produit aussitôt en vous un phénomène étrange. Vous sentez le pouvoir magique de la gemme vous pénétrer jusqu'au tréfonds de votre être, alors que son aura bleue se mêle à celle orange de la torche qu'élève votre autre main. Son pouvoir magique semble se localiser dans la région de votre cœur. Vous entrevoyez pour vous-même, un avenir grandiose, allant bien au-delà de vos rêves les plus fous. La combinaison de ces deux éléments magiques que sont la torche et la gemme semble vous conférer une force que même le puissant Carcheron n'oserait pressentement affronter. Carcheron, c'est le roi qui est devenu fou à cause de la gemme, je crois. Un immense pouvoir est entre vos mains. Bah écoute, Sartek, je sais pas trop comment ça va tourner, mais... Vous vous souvenez vaguement que l'on vous a mis en garde contre les effets pernicieux de la gemme. Ouais, c'est ça, je m'étais pas trompée. J'avais peur d'avoir totalement zappé l'histoire, mais c'est bien ça, c'est un peu comme l'anneau du Seigneur des Anneaux, hein, c'est même clairement ça. La gemme vous procure un grand pouvoir, elle est magique, mais les effets pernicieux, ça va vous transformer comme l'était Carcheron, quoi. Le roi, l'ancien roi, enfin le roi actuel de Caras. Où irez-vous maintenant? Vous ne redoutez plus ni les gardes, ni le sorcier, ni même le roi. Si vous voulez en savoir davantage sur le pouvoir magique de la gemme et de la torche, pouvoirs qui peuvent être les vôtres, reportez-vous au paragraphe 194. Si vous vous méfiez de ces pouvoirs et ne désirez pas en faire usage, reportez-vous au paragraphe 202. Je sais pas ce que je vais faire honnêtement, je sais pas. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Est-ce que je veux en savoir davantage sur les pouvoirs magiques? Mais comment je peux en savoir davantage? Qu'est-ce qui va faire en sorte que j'en sache davantage? Est-ce que je vais les tester là? Je vais faire des kamehameha avec la pierre? Si je me méfie des pouvoirs, oui, je m'en méfie un peu des pouvoirs. Ouais, vous vous souvenez vaguement que vous nous a mis en garde contre les effets pernicieux de la gemme? Oui, bah oui, clairement. Donc je me méfie un peu des pouvoirs de la gemme. Je vais aller au paragraphe 202. Je résiste à la tentation. Soudain, la mise en garde du vieux Gaspard vous revient en mémoire. Oui! Pardon. Jetant la torche, vous reprenez suffisamment vos esprits pour projeter la gemme maléfique contre le mur où elle se brise en mille éclats. Aussitôt, la pièce se réchauffe. Vous vous sentez apaisé et heureux. Vous avez accompli votre mission. Non. Quelque part à l'intérieur du château s'élève un cri perçant. Vous apprendrez plus tard que c'était le cri d'agonie de Carcheron qui a péri au moment même où la torche s'éteignait. Vous sortez rapidement du château sans vous faire voir. C'est comme si quelque écran magique vous masquait au regard des autres. Attendez. 2 secondes. On va reprendre un peu nos esprits. Est-ce que je suis vraiment à la fin du livre-jeu? Ça m'en a tout l'air, parce que c'est le dernier paragraphe aussi. Ou alors est-ce que c'est, pour ceux qui ont la ref, je prends tout le trésor, il y a des centaines de millions de pièces d'or, et en fait c'est des pièces en chocolat. J'ai toujours le seum hein, du 7ème épisode du Tournoi des Maléfices. On va voir. Ce serait une des premières fois que je termine un livre de Vous êtes le héros, quand même, c'est incroyable. Comme le soleil se lève sur un jour nouveau, les héros du roi annoncent l'abolition des lois répressives, la réduction de moitié des impôts et la libération de tous les prisonniers. Vous ne parlerez à personne du rôle que vous avez joué dans ce changement, mais toute votre vie, vous connaîtrez cette sérénité et cette satisfaction que seul apportent les services rendus à autrui. Oh, c'est la fin! Avec le concours 400 fins, découvrir. J'ai fini le livre! Alors ça! Je m'y attendais pas! Waouh! Attendez, ça fait combien de temps qu'on tourne là? Ça fait quoi, 20 minutes? Une demi-heure? J'ai fini le livre en 2 épisodes. Isaac, j'ai fini le livre. Sérieux? Comment ça peut être aussi simple? J'y crois pas en fait, hein, j'y crois toujours pas. Waouh, et bien écoutez, mais je me demande en fait tout ce que c'est ça là. Tout ça là, qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Qu'est-ce qu'il y a comme... Bah ça c'est tous les autres choix, si ça se trouve ça te fait faire un détour de ouf. Ah c'est clair. Waouh, et bah écoutez, je suis trop content. Cette vidéo va s'arrêter plus rapidement que prévu, puisque j'ai terminé le voleur de Caras. Je pourrais le dire, ça, c'est acquis, c'est terminé. Je pense pas continuer le tombeau des maléfices. Continuer le 8ème épisode parce que ça a tout simplement aucun sens. Je ferai peut-être une petite vidéo pour vous expliquer un peu l'avancement, mais il y a plusieurs choses qui font que je pense pas le continuer tout simplement. Je prends plus trop de plaisir à le faire. Et ben je suis étonnée, mais du coup ça me donne envie de faire le 3. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, déjà j'en avais peut-être parlé dans la vidéo, le premier épisode, oui j'en avais déjà parlé. Mais aussi dans la vidéo unboxing de livre dont vous êtes le héros, j'ai le 1 et le 3 de ça. Donc bah écoutez, ça m'a grave donné envie de faire le 3. Attendez, c'est la première fois que je réussis un livre dont vous êtes le héros. C'était rapide. Et en même temps, j'ai bien aimé. C'est niveau avancé. Bon, je vois pas vraiment ce qu'il y a d'avancé dans le truc, mais je suis très contente de l'avoir terminé.
Pour un livre qui fait quand même aller 200 pages, c'était très rapide. En même temps, il y avait pas mal de texte, c'était bien différent que le tombeau de Maléfice. En gros, le tombeau de Maléfice, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de texte et t'as juste plein de choix. C'est un foutu labyrinthe, ça part dans tous les sens. Et là, c'était plus posé, le rythme était plus lent, il y avait plus de lecture et un peu moins de choix à faire. Et bah écoutez, j'ai bien aimé. Et j'espère que vous aussi, parce que c'est la fin de cette vidéo. Et du voleur de Caras, ça aurait été plutôt long. Non, ça aurait été plutôt court. Et bien écoutez, on se retrouve prochainement dans une vidéo qui peut-être une vidéo, peut-être un épisode de l'hydromel sacré. J'espère que vous serez là, en tout cas je compte sur vous. N'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, tu connais, tu peux mettre un commentaire si t'es arrivé jusque là. Et ben à plus.